Mesdames et messieurs, merci de choisir DRTV pour vous informer. Au menu de cette session d'information, le manque d'entretien de certains édifices publics à Pointe-Noire. Soyez les bienvenus. L'arrondissement 4 Loindili est l'une des circonscriptions administratives de Pointe-Noire dont les marchés font montre d'une insalubrité notoire. Il suffit d'emprunter la route appelée communément ligne 3 pour se rendre compte de cette évidence. En passant par les marchés Mayaka et Dunkwikou, le point commun est l'insalubrité. Les bacs à ordures offrent un spectacle sans pareil. Un phénomène qui témoigne le passage irrégulier des véhicules de ramassage de ces ordures. Le paroxysme de ce phénomène est au marché de Nkwikou, l'un des centres commerciaux les plus insalubres de la ville. Une réputation rejetée par le chargé à la communication du dit marché. Le marché de Nkwikou n'est pas de plus sale de la ville de Pointe-Noire. Le marché de Nkwikou est plus propre de la ville de Pointe-Noire. Parce que nous, ce qui fait le défaut, c'est le site. Le site de la poubelle. Nous, on balayait dedans. On vient jeter au site. Le site, c'est la mairie. Le site, c'est la mairie. Nous, on balayait tous les jours, du 1er au 30, le marché propre. Mais c'est les camions de la mairie qui ne viennent pas pour ramasser. C'est donc l'insuffisance des véhicules de ramassage des ordures qui serait à l'origine de cette mauvaise réputation du marché Nkwikou. En effet, l'intérieur de cette structure est une autre réalité. Un spectacle habituel constaté au marché de l'ECH aux heures de pointe de la vente du poisson. La présence de ces véhicules immobilisés sur le boulevard Charles de Gaulle à l'intersection de l'avenue Jean-Félix Chikaya. Une ambiance socio-économique qui donne l'impression d'une bagarre de rue. Une bousculade pour obtenir en premier les bacs ou sacs de poissons. À ce rendez-vous du poisson, chacun veut acheter à un prix abordable pour se faire une bonne recette. Ajoutez à cela la vente à la criée des acheteurs capables de casser le prix au dos d'une concurrence déloyable. La raison municipale a triomphé sur le recul du temps, avec ce lieu du marché considéré comme un véritable centre d'attraction commerciale. Lieu où l'on rencontre des acheteurs, vendeurs venant des quartiers et des arrondissements de la ville. Ce cadre socio-économique, boudé à sa création par les populations, a égalé par son audience et l'afflux de sa clientèle quotidienne, l'ex-grand marché central de Pointe-Noire. Un espace de poissons qui alimente les autres marchés de la ville en produits halieutiques, frais et garantissant la santé alimentaire des citoyens. Au cœur de Chimbamba, en diagonale de l'ex-bar Pamela, est situé un ancien cimetière privé du village rétrocédé à la municipalité de Pointe-Noire. 4 mois après la célébration de la fête des morts, les herbes ont envahi ce cimetière, donnant l'allure d'une savane abandonnée. Le commun des mortels pense que l'hommage aux morts doit se perpétuer sans attendre le 1er novembre, avec des us et mœurs de nos terroirs qui exigent aux vivants d'extérioriser la présence permanente des morts. Au dire des habitants du voisinage de ce cimetière, on se demande où sont passés les agents qui venaient entretenir ces lieux, ces confessions religieuses contactées pour désherber trimestriellement. Ce cimetière abandonné devait faire la beauté de ce quartier qui abrite à son bas-fond une église catholique. De jour comme de nuit, l'on enregistre des actes de vandalisme, de viol. D'ailleurs, certains recoins sont transformés en fumoirs. Une insécurité hante cet espace herbeux, en ne donnant pas la possibilité aux habitants de ce quartier de circuler avec quiétude. Autant de mots mis à la charge de l'autorité urbaine, avec le vœu de voir l'érection des murs pour sécuriser les vivants et les morts. Une puce à l'oreille à examiner avec attention soutenue. À l'actif de recommandation de la Conférence nationale souveraine de 1991 figuraient l'épineux problème du libéralisme foncier, base d'une urbanisation anarchique de nos villes. Des actes pris
qui devait réglementer la vente, l'achat des parcelles dans les périmètres urbains, voire leur périphérie inexplorée. Cela sans empiéter sur l'autorité de l'État, considérée depuis le décret foncier de 1972 comme l'ayant droit légal de la terre au Congo. La conférence nationale souveraine, en donnant certaines marges de manœuvre aux fonciers congolais, n'ouvrait nullement la porte à l'anarchie. Des villes s'étendent foulant aux pieds les plans cadastraux, régissant ces cadres résidentiels. Des quartiers se créent, se bâtissent sans aucune résolution municipale. Un libéralisme foncier anarchique s'installe avec l'emprise du droit coutumier et sa notabilité. La boîte de Pandore, ouverte par la conférence nationale, fait réagir certains citoyens épris du droit positif. Je prends par exemple un acte qui avait été pris par la conférence nationale, que je peux dire liberticide. C'est l'acte qui donnait aux propriétaires fonciers la latitude de vendre les terrains parce que c'était devenu leur propriété, sans même prouver l'origine de la propriété. Et aujourd'hui, notre urbanisation subit les contre-coups de ces propriétaires fonciers qui vendent les terrains à tout va et à tour de bras sans tenir compte de l'urbanisation pensée des villes. Et aujourd'hui, vous voyez à Pointe-Noire, à Brazzaville, les villes s'étendent de façon tentaculaire, de façon incontrôlée. Mais tout cela, c'est les effets négatifs des actes pris de façon hasardeuse, parmi les actes pris de façon hasardeuse par la conférence nationale souveraine. Avec la conviction que les nouvelles réformes de loi foncière au Congo accoucheront des résolutions de rupture capables d'instaurer une culture de la gestion urbaine de la terre. La loi et la coutume ne se regarderont plus en chaîne de faïence. Le sachet et sacs en plastique refont progressivement surface dans la ville de Pointe-Noire. Et pourtant, le décret portant interdiction d'importation, production, commercialisation et utilisation de cette matière a bel et bien été pris par le président de la République en 2012 au sortir de son voyage de Singapour. Seulement voilà, sur le marché pontenégrin, l'on retrouve encore quelques produits emballés dans ces mêmes sacs, nonobstant l'engagement du préfet et de l'autorité municipale. Après 5 ans d'application de cette disposition, eau, jus de gingembre et de bissap sont encore vendus en sachet. Les États-Unis, la France et même la Mauritanie, qui ont pris cette résolution après le Congo, ne vivent plus cette réalité car les pouvoirs publics et les citoyens observent à la lettre cette résolution jugée cardinale dans leurs différents pays. Entre les années 2012 et 2013, il y a eu une forte vulgarisation en la matière pour permettre aux importateurs et aux citoyens de se conformer à cette disposition de l'État. À la place du sachet, c'est bien le sac biodégradable qui est autorisé. Les scientifiques, eux, ont bien démontré que le sac en plastique peut résister sous terre pendant plus d'un centenaire, ce qui fait l'objet d'un éventuel appauvrissement de nos sols. À côté, il faut tout de même noter que cette mesure prise par le chef de l'exécutif congolais a impacté, du moins dans l'environnement pontenégrin, car de nos jours, il est rare de voir, comme avant, des sachets jonchés à même le sol. Entre-temps, le service de répression devrait procéder régulièrement au contrôle de routine dans les espaces commerciaux dans le seul but d'accompagner la décision du président de la République. C'est une opération des plantings de moringa, cette espèce de petit arbre pouvant mesurer jusqu'à 10 mètres à maturité, organisée dans ce site de l'Orostom par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Arbre aux vertus alimentaires et médicinales incroyables et multiples, le moringa commence à être connu au Congo courant 2000 grâce à Marguerite Ambe, dite la femme du moringa, très engagée déjà à cette époque dans la promotion de cette plante d'origine sénégalaise. Marguerite Ambe est heureuse de voir donc le gouvernement du Congo s'impliquer aujourd'hui, près de 2 décennies après les débuts de son plaidoyer dans la culture du moringa. Nous sommes très heureux de savoir que le gouvernement enfin prend acte sur les enjeux que le moringa a un profil à l'horizon. C'est d'abord une essence forestière à croissance rapide, très rapide, multiples usages, dotée de vertus médicinales.
Alors, si on prend seulement les vertus médicinales, question santé, nutrition, c'est impeccable. C'est un complément alimentaire hors pair. Ça, c'est très important. C'est aussi de l'huile, hein, avec les graines. Si on peut produire de l'huile, on importe pour presque 15 milliards de francs CFA chaque année d'huile végétale. Donc, avec les graines de moringa, on peut avoir cette huile-là. C'est meilleur que l'huile d'olive. Mais aussi les déchets justement de cette graine-là. Mais les éleveurs ont besoin de ça pour, effectivement, nourrir les bêtes. Nous savons tous que les États-Unis ont un programme qui s'appelle AGOA. Et on peut exporter aux États-Unis pour certains produits qui sont éligibles. Et le moringa est éligible aux États-Unis. Sans payer de droits et taxes douanières, c'est-à-dire la personne aux États-Unis qui importe ne paie rien. Le planting a donc commencé aux environs de 9h30 avec une sénatrice dans les lots des planteurs, mais s'arrête quelque temps après pour attendre l'arrivée du ministre des tutelles et de son homologue de l'économie forestière et du développement durable. Cependant, les conditions d'attente n'étaient pas aménagées. Plus de 3 heures après, fatiguées du stationnement debout, les femmes n'ont trouvé d'autre solution que de s'asseoir à même les sols, alors que les hommes, eux, un peu plus résistants, ont formé des petits groupes pour la plupart. Causerie par ici, séance photo par là, il faut s'occuper comme on peut pour oublier la longue attente. Après 4 heures d'attente, on quitte les lieux et aux dernières nouvelles, on aurait appris que les ministres seraient arrivés derrière nous. L'objectif de maintenir les enfants à l'école, d'améliorer le taux de fréquentation des enfants à l'école primaire, particulièrement les élèves filles, l'Union africaine a institué une journée africaine de l'alimentation scolaire. À l'occasion de cette journée, un plaidoyer a été fait à l'endroit des dirigeants africains afin qu'ils puissent mettre en place des stratégies nationales afin de ramener les enfants pauvres et vulnérables dans les zones rurales à l'école. Pendant cette deuxième célébration, le directeur du partenariat international pour le développement humain, IPHD, Christian Ballon, qui depuis 2001 soutient le ministère de l'Enseignement général du Congo à travers les cantines scolaires, a indiqué qu'ils interviennent dans les zones rurales là où il y a l'insécurité alimentaire pour apporter une alimentation saine, équilibrée, durable, de bonne qualité et à base de produits locaux. La directrice régionale adjointe du PAM, le FUNIAP, l'UNESCO, les ministres en charge de l'éducation du Zimbabwe et de la Guinée-Bissau, le commissaire des ressources humaines, sciences et technologies de la Commission de l'Union africaine, Marcel de Paul Ikunga, tous se sont convenus que l'alimentation scolaire est l'un des maillons clés dans le redressement du système éducatif régional. Tout en avouant un sentiment parfois mitigé du fait de la part encore très réduite de la contribution nationale, je suis réellement heureux de constater qu'il y a sur l'ensemble de notre continent une véritable prise de conscience sur la place de l'alimentation scolaire. C'est ce que montreront les résultats d'études qui avaient été commandées par les chefs d'État et de gouvernement sur l'importance et l'impact de l'alimentation scolaire, notamment de l'Union africaine. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet-Makosso, a indiqué que le taux de couverture nationale en matière d'alimentation scolaire des élèves de la base est de 41%. Et le gouvernement a mis en place une politique nationale pour que cette couverture passe à 94% d'ici 2025. Un film de 8 minutes tourné par le PAM dans certaines écoles a été projeté. Il ressort de ce document qu'il y a une fréquentation des élèves dans les écoles où il y a les cantines scolaires. C'est sous le thème « L'alimentation scolaire basée sur la production locale, investissant dans la jeunesse et l'enfance pour tirer profit du dividende démographique » que s'est célébrée la deuxième édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Cette délégation de l'Union africaine et les ministres en charge de l'éducation du Congo-Brazzaville, de la Guinée-Bissau et du Zimbabwe se sont déportés à Igné pour déparasiter un échantillon de 50 élèves de l'école primaire d'Igné. Dans cette salle, les agences nationales d'investigation financière de la CEMAC et de celle de la RDC se retrouvent en leur 5e conférence annuelle pour réfléchir comment coopérer en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Objectif: développer les capacités de chaque État membre à lutter efficacement contre le terrorisme, améliorer le cadre d'échange d'informations et bien évidemment aussi
renforcer la coopération sous-régionale. Surtout que dans la sous-région, les bruits terroristes se font aussi entendre. Le financement du terrorisme, parlons-en, est, comme je l'ai relevé, un sujet qui préoccupe la communauté internationale. Vous connaissez autant que moi tous ces groupes terroristes qui sévissent à travers le monde et dans les pays voisins nous mettent dans une situation d'insécurité permanente. Votre réunion tombe donc à point nommé au moment où l'Afrique centrale subit déjà des exactions de groupes terroristes et les conséquences sociales et économiques qui s'en suivent. Ils ont donc 2 jours pour réfléchir sur la question et les ANIF. Les agences nationales d'investigation financière ont les capacités pour. Elles constituent un maillon essentiel dans la prévention, la détection et même la répression du financement du terrorisme. Et ce ne sont pas les documents juridiques qui manquent dans la sous-région. Officiellement, Alain Juppé ne réagit pas. Mais sur le terrain, ses proches s'activent et quittent les uns après les autres la campagne de François Fillon. Les parlementaires, Benoît Apparu, Édouard Philippe et Christophe Béchu, estiment ainsi que la tournure que prend la campagne est incompatible avec leur engagement politique. À 2 semaines de la date limite de dépôt des candidatures, le sarkozyste Georges Fenech demande aux élus de parrainer le maire de Bordeaux, seul selon lui à pouvoir reprendre le flambeau. Message reçu par cet élu de la région parisienne. Je lance un appel aux élus qui n'ont pas encore envoyé leur parrainage. Envoyez votre parrainage à Alain Juppé. Le journal libéral L'Opinion publie l'appel de 17 maires élus de droite et du centre qui demandent solennellement à François Fillon de se retirer. Au sein même de son équipe de campagne, il fait face à des départs. Sébastien Lecornu, proche de l'ancien candidat à la primaire Bruno Le Maire, mais qui était surtout le directeur adjoint de campagne de François Fillon, a annoncé dans un communiqué qu'il se retirait. Pour tenter de relancer la dynamique de sa campagne, les soutiens de François Fillon appellent à un rassemblement place du Trocadéro dimanche à Paris, un rassemblement qui, espère-t-il, sera une démonstration de force. Na comme non à la réforme constitutionnelle. Le principal parti pro-kurde, le HDP, a lancé jeudi sa campagne sur le référendum du 16 avril. Dans 1 mois et demi, les Turcs sont appelés à se prononcer sur une réforme constitutionnelle initiée par le gouvernement qui renforce considérablement les pouvoirs du président Erdogan. Tout le monde peut voir l'obscurité vers laquelle ce changement constitutionnel nous conduit. Mais moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, la Turquie va être le premier pays à dire non à tous les totalitarismes. Cette révision constitutionnelle vise à transférer l'ensemble du pouvoir exécutif au président. Elle permettrait à Recep Tayyip Erdogan de rester au pouvoir jusqu'en 2029. L'opposition l'accuse de dérive autoritaire. Après la tentative de putsch en juillet dernier, le gouvernement a instauré l'état d'urgence et lancé des purges qui ont frappé journalistes et membres de l'opposition, notamment dans les milieux pro-kurdes. Les 2 coprésidents du HDP ont été arrêtés en novembre dernier et sont encore incarcérés. Affaibli, le parti d'opposition mobilise ses partisans dans des conditions difficiles. Malheureusement, le HDP ne peut pas faire campagne librement parce que nous avons cet état d'urgence au-dessus de nos têtes. Nous ne pouvons pas militer dehors, on ne peut même pas tenir un stand d'information. L'AKP, le parti au pouvoir, a déjà lancé sa campagne. Un rassemblement en grande pompe devant des milliers de personnes, comme l'AKP en est coutumier. Les militaires appellent cela les finitions. Ils ont essayé de toucher notre blindé, mais ils l'ont raté. Dans ce quartier de l'ouest de Mossoul, il ne reste que quelques djihadistes isolés, bientôt débusqués. À peine le temps d'une macabre photo-souvenir, il faut encore fouiller la zone avant la prochaine offensive. Un coup d'œil vers le ciel, les drones de Daesh croisent ceux des Américains. Dans la foule des fuyards, difficile de distinguer un djihadiste désarmé. Alors pour ces rescapés, la première étape n'est rien d'autre qu'un centre de tri. Les militaires reconnaissent que leurs moyens de distinguer de simples pères de famille des combattants de Daesh infiltrés sont rudimentaires. Leurs meilleurs alliés restent les habitants eux-mêmes. Régulièrement, des hommes sont reconnus et arrêtés ici, avant d'être confiés au service de renseignement.
Dès leur arrivée, les hommes sont séparés des femmes. Premier repas chaud après 4 jours de bombardement. Chacun de ces fuyards est traité en suspect. Daesh est connu pour recruter des combattants de tous âges. Vous là-bas, debout, serrez vers l'avant. Mais rapidement, un homme attire l'attention des militaires. C'est Daesh qui m'a fait ça. Ils m'ont fait ça avant-hier. Ils m'ont frappé encore et encore. Ils savent bien que je ne suis pas avec eux. Seul avec un enfant dont il jure être le père, l'homme est d'abord relâché. Puis rattrapé par ses agents du renseignement qui jugent son histoire louche. Trop peu d'éléments pour l'arrêter, il ira finalement lui aussi grossir un camp de réfugiés. Il a convoqué une conférence de presse à la hâte pour tenter d'éteindre l'incendie. Appelé à démissionner par de plus en plus de démocrates, mais aussi de républicains, Jeff Sessions soutient qu'il n'a jamais évoqué la campagne de Donald Trump avec l'ambassadeur russe en poste à Washington avant l'élection. J'ai décidé de me récuser de toute enquête en cours ou future liée de quelque manière que ce soit à la campagne présidentielle. Cette annonce ne doit pas être interprétée comme la confirmation de l'existence d'une enquête. Je n'ai jamais vu de rencontre avec des officiels ou des intermédiaires russes à propos de la campagne de Donald Trump. Le Logan Act, une loi américaine, interdit à des citoyens non habilités de négocier avec des gouvernements étrangers en litige avec les États-Unis. La Maison-Blanche est une nouvelle fois pointée du doigt. Il y a moins de 3 semaines, le conseiller à la sécurité nationale démissionnait, accusé d'avoir parlé des sanctions contre la Russie avec le même ambassadeur avant l'investiture du nouveau président. Donald Trump renouvelle lui son soutien à Jeff Sessions. Monsieur le Président, est-ce que vous faites toujours confiance au ministre de la Justice ? Entièrement. Dans la soirée, USA Today a publié de nouvelles informations sur son site internet. Le quotidien affirme que 2 autres membres de l'équipe de campagne de Donald Trump ont eu des contacts avec l'ambassadeur russe en marge de la convention républicaine de juillet dernier. La porte-parole de Donald Trump soutenait pourtant mordicus 4 mois plus tard qu'aucun contact n'avait eu lieu entre l'équipe de campagne et les officiels russes.